Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Des météorites qui tombent du ciel, un phénomène courant sur Terre, mais des météorites qui viennent de notre propre planète, c'est une première. On les appelle météorites boomerang et la seule identifiée à ce jour a été découverte au Maroc, au Sahara. Northwest Africa 13188, c'est son nom. Il s'agit d'un morceau de caillou de près de 650 grammes. Et oui, on parle bien d'une roche formée sur Terre, éventuellement, et expulsée vers l'espace où elle aurait passé des millions d'années en orbite avant de retomber sur Terre. Selon l'hypothèse établie par les scientifiques, la roche aurait été propulsée dans l'espace après qu'un astéroïde ait frappé la Terre il y a près de 10 000 ans, mais des doutes persistent à cause de la composition chimique de cette roche, similaire à celle d'une roche volcanique. La théorie d'une éruption massive est pourtant également réfutée par les enregistrements géologiques, car aucune éruption récente n'aurait pu propulser des roches à une altitude suffisante pour que celles-ci quittent la Terre. Cette météorite a été donc présentée début juillet lors de la conférence de géologie Goldschmidt à Lyon, en France. La météorite a attiré l'attention des géologues du monde entier, suscitant de nombreuses discussions et des débats. Et c'est justement de cela qu'on va parler ce soir avec Hasna Chnaoui. Vous êtes professeur à la faculté des sciences de Ain Choukr et présidente de la fondation At-Tariq pour les sciences des météorites et de la planétologie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et je m'excuse pour la voix que j'ai. C'est pas grave, on vous entend très bien. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une météorite ? Très simplement, une météorite, c'est une roche. Donc c'est une roche extraterrestre normalement, qui a quitté son corps parent, rocheux, qui a séjourné un certain temps dans l'espace interplanétaire et qui a échoué sur un autre corps, donc soit sur la Terre, mais on connaît aussi des météorites sur la planète Mars, par exemple. Donc c'est un morceau de roche qui a été éjecté d'un corps parent et qui est arrivé sur un autre corps. Très bien. Déjà pour commencer, comme ça, on sait tous de quoi on parle. Absolument. Donc pourquoi pense-t-on aujourd'hui que cette roche, est une météorite ? Alors, c'est une roche qui a été découverte en 2018 et que personnellement je connais depuis 2018. Et elle intrigue depuis ce moment-là et on n'arrive pas, il y a beaucoup de questionnements auxquels on n'arrive pas à répondre. Donc, ce qu'elle a de particulier, bien évidemment, c'est une sorte de croûte de fusion, c'est-à-dire qu'elle est couverte d'une partie qui est fondue. Donc ça, c'est typique des météorites, sauf que cette croûte de fusion, elle est un peu spéciale. Donc, après, il y a beaucoup d'investigations qui ont été faites. Qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale, justement ? Alors, elle est un peu plus épaisse que ce que devrait être une croûte de fusion normale sur une météorite de cette taille-là. Elle est un peu plus épaisse, elle n'a pas beaucoup de vésicules, en fait, pas normalement une croûte de fusion fraîche, elle a comme des petits trous dedans, donc qui se forment quand elle traverse l'atmosphère terrestre. Donc, elle est un peu particulière, différente des croûtes de fusion normales qu'on a dans les roches, dans les météorites, quoi. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit cette particularité ou c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans d'autres roches ? Cette roche est unique. Il n'y a pas d'équivalent avec une roche qui a une composition de roche terrestre et avec une croûte de fusion particulière. Ça, c'est absolument unique. Donc, elle n'a pas d'équivalent. Et le fait qu'elle soit terrestre, c'est irréfutable. Il y a des preuves scientifiques qui prouvent qu'elle est bien terrestre. Alors, donc, on classe les météorites selon leur composition minéralogique et géochimique. Et il y a des météorites qui ressemblent aux roches terrestres, mais qui gardent quand même des particularités du corps parent dont elles viennent. Cette roche ressemble dans sa minéralogie et sa géochimie uniquement aux roches terrestres. Donc, elle n'a pas
Elle n'a pas de particularité d'un corps parent dont elle viendrait. Elle ressemble vraiment beaucoup à une roche terrestre. Elle n'a pas de signature spécifique extraterrestre. Donc c'est sûr qu'elle est bien terrestre, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, cette roche a été quand même acceptée par le comité de nomenclature de la Meteoritical Society comme météorite de type achondrite, c'est-à-dire sans condre, mais bien évidemment sans qu'on précise qu'elle pourrait avoir une origine terrestre, parce que là, il faudrait que la communauté scientifique s'accorde là-dessus. Donc, elle est listée. Elle est listée dans la liste des météorites officielles reconnues comme étant météorites. Très bien. Et donc, les chercheurs, comme vous l'avez dit, il y a eu des débats, je l'ai dit tout à l'heure en épilogue, et puis vous qui dites qu'il y a une communauté assez divisée au niveau scientifique. Certains parlent d'une éruption massive qui aurait pu directement éjecter la roche vers l'espace. Qu'en pensez-vous? Alors là-dessus, il faut essayer de trouver des explications, mais les explications doivent être rationnelles. Donc, il y a 10 000 ans, on n'a pas d'éruption volcanique qui soit aussi importante que ça. Et puis, même avant, c'est assez difficile à imaginer, surtout avec la gravité terrestre, c'est assez difficile à imaginer. De même, il y a 10 000 ans, on n'a pas un cratère d'impact qui se soit formé sur Terre qui ait pu avoir une énergie suffisante pour arracher un morceau de roche terrestre, donc l'éjecter depuis la Terre. Donc je reprécise encore une fois que la Terre a quand même une gravité qui est assez importante et une atmosphère qui la protège. Donc on n'a pas vraiment d'événements enregistrés sur Terre, d'événements géologiques enregistrés sur Terre, ni il y a 10 000 ans, ni avant d'ailleurs, qui puissent expliquer ce genre de phénomène. Et donc, on essaye de trouver des explications, mais il faut davantage de travaux là-dessus. Donc la question continue à se poser aujourd'hui. Absolument. Après ce chiffre de 10 000 ans, comment il a été calculé? Alors, dans une météorite, dans une roche extraterrestre, en fait, on calcule 3 âges. Donc, il y a un âge qui est l'âge de cristallisation, c'est-à-dire l'âge de formation de la roche sur son corps parent. Le deuxième âge, c'est l'âge d'éjection, c'est-à-dire depuis quand elle a été arrachée au corps parent et qu'elle est restée en orbite dans l'espace interplanétaire. Et le troisième âge, c'est l'âge terrestre, c'est-à-dire, en fait, depuis quand elle est sur Terre, depuis 1000 ans, 10 000 ans, 40 000 ans, 20 000 ans, en fait. Et pour pouvoir faire ces datations sont faites à l'aide de mesures d'isotopes d'éléments. Donc, on a des ensembles père-fils en fonction de l'âge qu'on va rechercher, qui vont être utilisés dans les minéraux de ces roches pour pouvoir faire ces datations-là en fonction de ce qu'on cherche. Par exemple, si on cherche l'âge terrestre, on va probablement travailler sur le carbone 12, carbone 13, carbone 14 ou d'autres isotopes. Donc ça dépend. Pour les âges plus anciens, la cristallisation, ça va être l'uranium-plomb, etc. Donc c'est des mesures d'isotopes radioactifs qui sont connues pour des périodes de demi-vie plus ou moins longues et qui vont permettre de donner des âges précis aux roches. Et là, on dit que cette roche a un nombre d'isotopes qui est trop élevé. Alors, en fait, c'est trop élevé pour que ce soit une roche terrestre et c'est trop bas pour que ce soit une roche extraterrestre. Donc, elle est dans l'entre-deux. C'est simplement pour dire, donc, en fait, de façon simple par les scientifiques, que c'est pas concluant. Donc, on a des chiffres, ils sont là, ils sont factuels, mais il y a encore un travail pour expliquer ces chiffres, pour les rendre, en fait, compréhensibles et indiscutables. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une théorie qui serait plausible pour expliquer justement ce phénomène qui n'a pas encore été évoqué pour l'instant, même si elle peut sembler farfelue, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à laquelle on pourrait penser,
et faire des études dans ce sens pour vérifier cette théorie, juste par curiosité. C'est un petit peu difficile pour un scientifique. En fait, en fait, je ne me permettrai pas de faire de théorie parce que, en fait, on a une responsabilité en tant que scientifique pour diffuser des choses dont on a une certaine certitude. On n'est jamais sûr à 100%, mais qui sont acceptés par la communauté scientifique. Donc on m'excuserait, mais je ne me permettrai pas de faire d'allégations par rapport à l'origine de cette roche-là. Je comprends. Et certains scientifiques pensent que la roche, justement, a donc pu être formée à l'extérieur de notre système solaire. J'ai lu ça dans la presse. Dites-moi, est-ce que c'est... Non, alors ça par contre, je peux être formelle là-dessus. À aujourd'hui, on n'a aucune roche connue comme venant d'en dehors du système solaire. Par contre, il faut bien nuancer les choses parce que justement, il faut mettre des noms sur les choses comme elles doivent se faire scientifiquement. Dans des météorites de type chondrite carbonée, il y a eu des découvertes exceptionnelles il y a quelques années simplement de particules qui sont héritées par le système solaire, qui sont plus anciennes que le système solaire, donc qui ont été soufflées par l'explosion d'une supernova et héritées par notre système solaire. Ça oui, mais de dire qu'une roche vient d'en dehors du système solaire, ça, jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est assez difficile à imaginer, parce que les origines des météorites sont connues. Donc on a la plupart des météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, quelques-unes qui viennent de la surface de Mars, quelques-unes qui viennent de la surface de la Lune, quelques-unes qui viennent de comètes, mais des météorites qui viennent d'en dehors du système solaire, ça, bon, c'est pas reconnu, non. Très bien. Est-ce qu'il peut s'agir d'une météorite artificielle? Absolument, tout à fait. Justement, donc ça c'est un questionnement dès le départ. En réalité, dès le départ, ça a été l'explication la plus plausible. Mais il n'empêche que c'est compliqué d'imaginer comment on peut faire fondre l'extérieur, etc. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut créer manuellement une croûte de fusion. Donc, justement, vous pouvez expliquer ce que c'est que la croûte de fusion exactement pour les téléspectateurs, comme ça on comprend bien ce que c'est. Donc, quand une météorite arrive sur Terre, elle arrive à une vitesse qui est extrêmement importante, qui varie entre 10 et 70 km par seconde. Donc c'est énorme. Elle traverse l'atmosphère terrestre. Cette atmosphère protège la Terre. Donc l'atmosphère, en fait, va la freiner. Le fait que l'atmosphère la freine, ça va donner une friction tellement forte que la partie externe de la roche va chauffer tellement que les éléments chimiques vont se vaporiser. C'est ce qui donne le phénomène lumineux. Et la partie qui est collée à la roche, elle va fondre. C'est pour ça qu'elle est noire, d'ailleurs, la croûte de fusion est complètement fondue. Donc c'est une sorte de verre qui couvre la météorite. Selon sa taille, donc la croûte de fusion va être inframillimétrique. Alors on a vu, je donnerai l'exemple de la météorite de Zamdart qui est tombée en décembre 2008 au Maroc. Elle a une croûte de fusion exceptionnellement épaisse, particulière, mais c'est très spécial. C'est quand même une très grosse chute pour laquelle on a fait une estimation d'à peu près 500 kg dans les morceaux qui sont tombés. Et le plus gros morceau faisait 82 kg. Donc elle est spéciale, c'est une grosse chute. Mais de façon commune, les météorites aujourd'hui, on en a plus de 60 000 qui sont connues sur Terre. Leur croûte de fusion, elle est relativement fine, inframillimétrique, et elle se forme par ce phénomène de friction qui est appliqué quand elle traverse l'atmosphère terrestre. Très bien, donc pour en faire une artificiellement, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut chauffer beaucoup.
Et puis, il faut chauffer beaucoup et de façon sur un temps très court. Parce que la traversée de l'atmosphère, elle se fait en quelques secondes. Donc, ce chauffage n'a pas le temps d'arriver à l'intérieur de la roche. Il reste vraiment concentré sur vraiment toute partie, une très fine partie externe. Donc, c'est difficile d'imaginer comment on peut en fait chauffer rapidement, très très rapidement, et à une température très très élevée. Maintenant, c'est une possibilité. Très bien. Et le fait qu'il s'agisse du premier cas documenté d'une météorite boomerang, ça ouvre certainement la voie de nouvelles recherches scientifiques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que, en fait, avec tout le conditionnel qu'on met pour cette météorite, mais je pense que c'est une excellente chose que les collègues aient quand même... c'est du courage, hein, parce qu'ils ont eu le courage de publier d'abord, l'année dernière, en août, pendant le congrès de la Meteoritical Society, un premier résumé. Et ce résumé-là, pendant la Goldschmidt, donc ça les expose quand même à des questionnements par les pairs. Donc c'est courageux et c'est une excellente chose qu'il l'ait fait parce que bon, c'est comme ça, quelque part, c'est comme ça que la science avance. Alors peut-être que ça peut sembler saugrenu, farfelu, on n'a pas les éléments, mais ça nous permet de creuser. Et puis bien évidemment, pour nous au Maroc, moi je suis très contente que ça ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur des thématiques que je développe dans mon pays depuis 2000 en fait depuis 23 ans. Donc cette promotion des météorites du Maroc et la recherche qui est faite dessus dans les laboratoires du monde entier et dans nos laboratoires à l'Université Hassan II de Casablanca. Donc ce genre de travaux, c'est une ouverture. Donc comme il y en a eu beaucoup, mais c'est une ouverture et pourquoi pas, en fait, c'est comme ça que la science avance, quoi. Une ouverture en termes d'opportunités ou d'investissement ou de travail en collaboration avec d'autres institutions internationales. Dans quel sens ça peut être bénéfique pour le Maroc, justement? Alors, en ce qui concerne le Maroc, donc, nous mettons un focus sur les météorites du Maroc, donc, au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca et avec At-Tariq Foundation, pour faire la promotion de ces roches qui sont exceptionnelles en nombre, mais aussi en qualité, parce que nous avons énormément... La plupart des météorites rares, comme les météorites martiennes, lunaires, les angrites, etc., sont collectées sur le sol marocain. Et donc, justement, leur promotion, en fait, c'est une promotion du Maroc, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire, bon, c'est des météorites collectées sur le sol marocain, parce que ça a été notre combat pour leur donner cette identité marocaine, mais aussi de faire de la recherche dans des revues spécialisées, dans des revues de renom sur ces roches-là, pour justement leur donner encore plus de valeur par les universités marocaines et par les universités étrangères. Et donc ces ouvertures-là, alors c'est des ouvertures scientifiques, bien évidemment, et puis nous espérons des ouvertures patrimoniales, parce que le travail que nous faisons est dédié à la promotion de ces roches, en espérant avoir des musées au Maroc, un musée national, des musées régionaux, pour avoir une promotion et un développement durable des régions par leur richesse. Et en fait, montrer cette richesse marocaine aux Marocains, aux étrangers, de façon un peu plus pérenne qu'actuellement. Donc c'est un peu ce que nous faisons à l'Expo Musée Les Météorites Messagères du Ciel, qui est actuellement à Marina, donc à Casablanca, Marina Shopping, et qui accueille beaucoup d'enfants, de jeunes, de public, pour voir justement ce qui est fait au Maroc sur ces roches exceptionnelles que nous avons mis au devant de la scène nationale et internationale pour qu'elles aient la place qu'elles méritent. Un patrimoine donc culturel et historique qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui. Absolument, tout à fait. C'est ça. Donc pour revenir à notre sujet, quelles seraient les chances qu'il existe peut-être éventuellement
on reste dans le conditionnel, hein, qu'il existe une autre roche peut-être qu'on appellerait météorite boomerang peut-être. Alors là, par contre, vous pouvez utiliser le conditionnel, mais on a absolument le droit. Et au contraire, c'est tout le travail qui est fait par, justement, je rends hommage aux chasseurs de météorites, parce que ces roches, si elles sont trouvées, c'est parce qu'il y a des gens qui sillonnent le désert, qui passent beaucoup de temps à les chercher. Donc, et on a la chance de les avoir au Maroc. On a la chance au Maroc d'avoir, en fait, un Sahara marocain qui est safe, où on peut aller, etc. Et tout à fait, on peut imaginer et trouver d'autres météorites de ce type. Et en fait, ce n'est pas une nouveauté parce qu'on a déjà eu des découvertes sensationnelles, par exemple de météorites martiennes. Je reviens sur la NWA 7034 qui est une météorite exceptionnelle. C'est une météorite martienne qui a été trouvée sur le sol marocain dans la région d'Al-Btsbeita et qui a bouleversé la connaissance de la planète Mars. Et je peux vous en citer plusieurs comme ça. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et on continuera, Inch'Allah, à avoir des découvertes qui vont faire avancer les sciences dans la planétologie internationale et au Maroc, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Hesna Chenaoui. On arrive déjà au terme de cet entretien. 20 minutes, ça passe très vite avec vous. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes professeur géochimiste à la faculté des sciences de Ain Choukr et spécialiste en planétologie, ainsi que présidente de la fondation At-Tariq pour les sciences des météorites et de la planétologie. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute généreuse et merci d'avoir donné la possibilité d'échanger sur des sujets scientifiques. Ouais, merci beaucoup. C'est un plaisir franchement partagé qu'on aimerait reconduire à l'avenir. Inch'Allah. Absolument. Donc on arrive au terme de cet entretien. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.